peut commencer la deuxième partie de ce qui pourrait être le cours sur le temps, donc à partir de la question du chapitre qui était « Faut-il craindre le temps qui passe ?» Avec ce paradoxe, finalement, la crainte, c'est ce qui nous permet généralement de nous méfier et donc d'éviter un danger. Craindre le temps qui passe, c'est craindre quelque chose qu'on ne peut pas éviter, puisque nous sommes condamnés à exister dans le temps. Nous sommes des êtres vivants. Le temps est aussi la condition de notre existence, donc la condition d'un bonheur possible. Or, il est bien évident que le temps nous angoisse, la fuite du temps nous angoisse, sinon nous n'aurions pas de crainte de vieillir, de mourir, etc. Donc les hommes craignent le temps qui passe. Il semble que cette angoisse soit absolument impossible à défaire. Parce que à la fois le temps passe, à la fois nous le craignons pour une bonne raison, c'est que comme le chante Léo Ferré, avec le temps va, tout s'en va, autrement dit tout, même l'existence. Donc, faut-il craindre le temps qui passe? Notre première réponse, c'est oui. Et on a essayé de chercher par quels moyens l'homme pouvait essayer de se saisir du temps autrement que par le moyen de l'angoisse. On a essayé de se rendre compte que le temps, c'était quelque chose d'extraordinairement subjectif, pas seulement au sens où tous les moments ne se valent pas, où il y a des moments d'ennui, des moments où le temps passe très vite, mais également au sens où le temps, c'est une réalité spécifiquement humaine. Le temps existe pour nous, existe en tant qu'être vivant, pensant. C'est pour nous qu'il y a un après et un avant. C'est sur Terre qu'il y a une certaine perception du temps, pas sur Neptune, pas sur un trou noir, pas dans la nature inerte dans laquelle il n'y a finalement que du devenir, du changement, mais pas du temps qu'on peut mesurer à partir de ce que l'on sait, mais finalement du temps qui n'est pas vraiment pensable du point de vue humain. Alors, nous avons fabriqué ce problème. Est-ce que les hommes doivent craindre le temps qui passe? À quoi sert cette crainte finalement qui ne nous prémunit d'aucun danger? Et puis nous nous sommes dit, tiens, pour essayer de répondre à cette angoisse du temps qui passe, ce que fait l'homme, c'est qu'il essaye de maîtriser le temps, le sablier, l'horloge, l'agenda, etc. Et puis, il essaie également de le connaître. Alors, on a utilisé la définition du temps de Saint-Augustin qui était très très belle. Le passé n'est plus, l'avenir n'est pas encore, le présent est, oui, mais attention, le présent dans lequel j'ai commencé cette vidéo s'écoule déjà depuis 2 minutes 40. Autrement dit, Saint-Augustin écrit cette très belle phrase. Si bien que ce qui nous autorise à affirmer que le temps est, c'est qu'il tend à n'être plus. Autrement dit, si bien que ce qui nous autorise à affirmer que le présent est, c'est qu'il tend à n'être plus. Le présent n'est du présent qu'à condition de devenir très vite du passé, sans quoi il est figé, comme le serait l'éternité au fond. Et donc le temps, c'est, selon la définition qui a été donnée en classe, une succession d'instants qui sont tous destinés à être aussi vite révolus. Alors, définir le temps, c'est très bien. C'était une première tentative d'essayer de répondre à cette angoisse humaine du temps, mais on voit bien que la mesure du temps, la définition du temps ne nous permet pas du tout de répondre à cette angoisse. Au contraire, une succession d'instants destinés à être aussi vite révolus, c'est encore plus angoissant que notre première question, le temps qui passe et le temps d'une vie humaine que nous craignons. On voit bien le premier paradoxe. Si nous craignons le temps qui passe, nous craignons l'existence. Or, nous craignons le temps qui passe parce que nous craignons la fin de l'existence. Ici, paradoxe, peut-être qu'en essayant de connaître le temps, on va moins le craindre. Eh bien, si on essaye de connaître le temps, on se rend compte que le temps, c'est quoi? Une succession d'instants qui sont destinés à être révolus. C'est encore plus angoissant. Donc, pour le moment, on n'a pas réussi encore, mais on va y arriver, à répondre à l'angoisse du temps qui passe. Alors, la question qui va se poser maintenant, c'est comment parvenons-nous à profiter du temps? Est-ce qu'on ne fait que le perdre finalement? Est-ce qu'on peut perdre son temps? Ce qui est contre-intuitif, le temps c'est le temps, je ne peux pas le perdre, ce n'est pas un objet, il s'écoule de toute façon. Même si ma perception du temps elle est humaine, le temps s'écoule, donc comment pourrais-je le perdre? Et pourtant, il y a bien des instants perdus. Et puis, de toute façon, comment parvenons-nous à profiter du temps? Autrement dit, comment parviendrions-nous à profiter de simplement une succession d'instants destinés à être à jamais révolus? C'est toute la difficulté de la chose. Alors, première remarque, par rapport à ce que nous venons de voir sur Saint-Augustin, sur le très beau texte de Saint-Augustin,
on peut remarquer que nous ne vivons pas une succession d'instants. Nous tentons toujours d'étendre le temps. Nous n'avons pas un passé, nous avons un passé historique, une enfance, une adolescence. Notre passé, nous le comprenons par période, en fait. Nous inventons des périodes. Et de la même façon, dans le présent, nous ne vivons pas une succession d'instants qui sont destinés à être aussitôt révolus. Nous vivons une minute de bonheur, une heure de cours, donc 60 minutes de bonheur, une journée, une année scolaire, etc. Et pour nous, ça, on le pense comme étant du présent, même si, stricto sensu, ce n'est pas tout à fait du présent. Donc d'abord, l'homme étend le temps, un petit peu au-delà de l'intuition de ce que le temps est vraiment, il étend des fragments de temps, justement, ce qui conditionne la possibilité de les vivre. Si le temps n'était vraiment qu'une succession d'instants à jamais révolus, on pourrait avoir une succession d'instants de philosophie qui sont destinés à être à jamais révolus. Autrement dit, le cours de philosophie pourrait ne jamais s'arrêter. Heureusement, au bout d'une heure ou deux, il s'arrête. Et donc, on voit bien que l'homme, pour pouvoir vivre dans le temps, il ne vit pas une succession d'instants. Il tente toujours d'étendre des morceaux de temps, des fragments de temps. Et sa manière de penser le temps va être conditionnée d'une certaine manière par ces fragments. De cette façon, on peut poser la question de la façon dont on profite du temps. On sait bien qu'on ne profite pas de tous les moments de façon absolument équivalente. Quand on est dans la salle d'attente du médecin, d'ailleurs le terme est rigolo, salle d'attente, autrement dit une salle qui n'est destinée qu'à attendre, où il ne se passe rien, où le temps est en quelque sorte perdu, eh bien dans cette salle d'attente, on peut attendre de différentes façons. Certains attendent que ça se passe, il y a une perte de temps. Certains lisent, donc c'est une manière d'utiliser le temps, mais ce n'est pas toujours le moment où j'ai envie de lire. Ce n'est pas le moment où je lis ce que j'ai de plus pertinent à lire, ce que j'ai sur le feu. Certains vont faire comme lors des interclasses, voilà, jouer à Clash Royale, c'est ça. Donc on a le sentiment quand même qu'il y a des... Et même si on fait ça, même si on est en train de lire, même si on est en train de jouer à Clash Royale, même si on aime lire ou même si on aime jouer à Clash Royale, on sait bien que ce sont des moments dont on ne profite pas totalement, puisque pour nous, on suppose déjà que ce sont des moments d'attente. Pire encore, le bus que l'on prend le matin, c'est l'enfer. Il fait trop chaud, on est trop serré, on est trop nombreux. Et donc, de toute façon, c'est un moment où les plus hardis d'entre nous vont simplement écouter de la musique, mais on sait bien que ce temps-là, il est d'avance perdu. On ne cherche pas à en profiter. Alors précisément, la musique, c'est un très bon choix. On y reviendra justement à la toute fin de ce cours, parce que c'est peut-être la seule manière d'échapper à ces temps d'attente, ces temps qui sont angoissants parce qu'on se rend compte que le temps passe sans nous et qu'il y a des temps, autrement dit ici maintenant des moments, des fragments de temps un peu étendus, il y a des temps dont on ne peut pas profiter, dont on suppose qu'on ne peut pas profiter, ou dont c'est peut-être vrai, on ne peut pas profiter. Et pour ça, la musique, autrement dit l'art, mais j'y reviendrai tout à l'heure, est un très bon choix. Donc il y a des temps qui sont très ennuyeux, des temps qui ne valent peut-être pas la peine d'être vécus selon nous, voilà, et qui nous ennuient. Alors on se dit, voilà, quand on prend un livre dans la salle d'attente du médecin, quand on écoute de la musique dans le bus, etc., que peut-être le seul moyen de vivre ces temps pour ne pas les perdre, ce serait de les utiliser. Ce serait, au fond, d'organiser son temps, ou plutôt peut-être ici de remplir le temps. Alors, le truc ici, c'est qu'on suppose que organiser le temps, ou remplir absolument le temps pour qu'il n'y ait pas de temps perdu, ce serait le seul moyen d'échapper au caractère, à l'obsolescence de tous ces instants qui se vivent, qui existent et dans lesquels on est, mais qui existent de toute façon et qui s'écoulent de toute façon, quelle que soit ma colère à ce sujet, quelle que soit l'angoisse que j'ai, que le temps s'écoule de cette manière. Peut-être remplir le temps serait-il une solution. On se rend bien compte qu'il va y avoir un premier paradoxe. Remplir absolument le temps, c'est évidemment ne plus le voir passer. On sait bien que plus on est actif, plus le temps passe vite. Donc le temps passe si vite que peut-être est-ce qu'on va vraiment en profiter de cette façon. Alors que le bonheur, je vais donner cette première définition que j'expliquerai un petit peu plus tard, parce que là, le bonheur, ce n'est pas le sujet. Le bonheur, c'est la capacité d'arracher du plaisir à l'existence, quelle que soit par ailleurs l'existence à laquelle on est confronté.
Est-ce qu'on parvient à arracher du plaisir à exister lorsque exister consiste pour nous à remplir un temps qui ne se suffirait pas à lui-même, alors même qu'il est le temps de l'existence? Remplir un temps comme s'il était une chose à faire passer, en fait, c'est ça l'idée. Est-ce que c'est pas finalement, d'une certaine manière, échapper à l'existence et donc échapper au bonheur et donc pas du tout profiter du temps? Deuxième aporie, si je remplis le temps, si j'étends des morceaux de temps que je vais remplir, 1 heure de travail, 1 heure de loisir, une chanson dans le bus, etc., est-ce que je ne suis pas toujours en train d'échapper au présent? D'accord? Dans le bus, ce que je pourrais faire, c'est regarder les gens, regarder les arbres, regarder le paysage, etc. Et là, je ne chercherai pas à échapper au présent, mais à saisir précisément ce qui peut être vécu de cet instant et pas autre chose. Si on remplit le temps, absolument, eh bien, on va échapper au présent. Or, si on échappe au présent, finalement, l'angoisse du temps, elle est à nouveau là parce que on va échapper au seul temps vécu, en quelque sorte. Ça, c'est le constat que va faire Pascal dans un très joli texte. Je prends ce texte qui est très facile à entendre. Pascal écrit dans les Pensées: nous anticipons l'avenir comme trop lent à venir, comme pour hâter son cours, ou nous rappelons le passé pour l'arrêter comme trop prompt. Si imprudents que nous errons dans les temps qui ne sont pas à nous, et ne pensons point au seul temps qui nous appartient. Donc c'est l'idée que finalement nous sommes toujours en train de nous projeter dans la suite des événements, et puis nous sommes souvent dans la nostalgie, dans le souvenir du passé, on va voir ça, mais en tout cas nous ne sommes jamais totalement dans le présent. On le sait bien, c'est la condition même de la pensée humaine. Les hommes pensent, mais ils ne font pas que penser. Les hommes ont également une conscience, ils s'aperçoivent qu'ils pensent, et dans le moment où je prends conscience que je pense, je suis un petit peu au-delà de l'instant. Je suis un petit peu en dehors de cet instant. Tiens, je m'aperçois que je suis en train de faire une vidéo. Hop, je ne suis plus tout à fait concentrée sur la vidéo puisque je prends conscience. Donc la pensée humaine est ainsi faite que par nature, elle échappe au présent. En plus, il y a ces moments un petit peu maladifs, on va y venir, où je suis absolument en train de planifier le futur, je suis absolument en train de repenser au passé, dont j'ai absolument la nostalgie, dont j'ai souvent la nostalgie, et ces deux temps qui ne sont pas à moi, dont saint Augustin disait d'ailleurs que c'était des temps fictifs, le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, existera-t-il? Le passé n'existe plus, a-t-il existé comme je m'en souviens d'ailleurs? En soi, il n'existe plus. Errer dans ces temps qui au fond ne sont pas du temps, qui sont simplement des modalités de mon esprit, eh bien c'est en fait se condamner à ne pas exister dans le présent. Donc à la fois la conscience m'interdit d'exister au présent, ou de penser au présent, et puis je pense tout le temps. La manière dont je perçois le temps, les temps dans lesquels je m'égare au fond sont toujours l'avenir, je planifie mon futur, je travaille pour mon bac, etc., où j'ai la nostalgie de mon premier amour, etc., la manière même dont je vis des fragments encore plus étendus de temps que ce que nous donne à penser la conscience, montre que je ne suis jamais dans le présent. Si je ne suis jamais dans le présent, comment donc je vais faire pour profiter du temps? Voilà, ça va être compliqué. Alors, c'est peut-être impossible autrement. C'est ce qu'on va voir. Pascal nous dit finalement, voilà, on anticipe l'avenir comme si on était pressé d'y arriver, ce qui est assez paradoxal puisqu'on n'est pas pressé, que le temps passe trop vite. On est toujours dans le passé, dans la nostalgie du passé, etc. Alors, on va d'abord s'intéresser au passé. Parce que c'est une modalité du temps qui, d'ailleurs en classe, il y a eu un long débat quand on a lu Saint-Augustin, où vous m'avez expliqué que quand Saint-Augustin dit le temps n'existe plus, donc j'ai transformé en le temps n'existe pas, vous m'avez dit bah si, le passé il existe, il a existé, il y a les cathédrales, il y a mes souvenirs d'enfance, il y a des photos, il y a des éléments qui ont évidemment existé, qui conditionnent justement le présent. Et c'était vrai. C'était vrai. On va commencer par ce rapport au passé parce qu'il est finalement le plus difficile, puisque là on parle d'un temps qui a existé, dans lequel j'aime à m'égarer, mais qui est finalement le plus piégeux, peut-être, enfin l'un des deux, enfin, qui est piégeux de toute façon, autant que le futur, et qui n'est pas du temps. Il existe le passé, il a existé, mais il n'est pas du temps, parce que rien ne s'y passe plus. D'ailleurs, il n'est pas menaçant le passé, on va y revenir.
Alors, il y a une très belle phrase de Machiavel, je n'ai pas vérifié la citation, où Machiavel dit c'est incroyable à toutes les époques, les hommes louent le passé et blâment le présent. C'était mieux avant. Les hommes louent le passé et blâment le présent, souvent sans raison, dit-il. Voilà, c'est une tentation humaine que de blâmer le présent. On retrouve ça même dans un texte de Platon. Je vais retrouver l'extrait, peut-être, peut-être pas d'ailleurs, peut-être. Si, je vais retrouver l'extrait qui est assez rigolo. Platon, dans la République, écrit, donc 5e siècle avant Jésus-Christ, le père s'habitue à devoir traiter son fils d'égal à égal et à craindre ses enfants. Le fils s'égale à son père, n'a plus honte de rien et ne craint plus ses parents parce qu'il veut être libre, etc. Alors, c'est amusant, Platon se plaint qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, les enfants n'écoutent plus leurs parents, que l'autorité est en défaut. C'est un texte qu'on pourrait tout à fait trouver en 2022. Donc, par ce texte, alors c'est pour parler de la politique, là c'est pas gratuit, hein, Platon va parler de la question de l'autorité, mais c'est vrai que quand on dit ça, on dit au fond, aujourd'hui c'est comme ça, c'est terrible, avant ça devait être merveilleux, ça devait être beaucoup plus facile de se faire entendre quand on était parent. Pas du tout, Machiavel nous dit, les hommes louent le passé et blâment le présent, souvent sans raison. En fait, il n'y a pas de raison que les hommes louent le passé et blâment le présent parce que le passé, de toute façon, ils n'y ont plus accès. On fantasme sur un temps précisément parce qu'il ne nous blesse plus. Le passé, il est absolument fantasmatique parce qu'il ne contient plus aucun élément dangereux. Le présent, c'est le lieu de tous les dangers. Tout peut arriver dans le présent. Alors que dans le passé, il est au fond révolu. C'est la succession d'instants qui sont déjà révolus et non pas qui sont destinés à être révolus comme dans notre définition du temps. Et donc dans le passé, il ne peut rien se passer de grave, c'est fait, c'est terminé. C'est pour ça que le premier amour est merveilleux en fait. C'est parce qu'il ne peut plus faire de mal, il ne peut plus tromper, il ne peut plus quitter, c'est déjà fait. Donc c'est merveilleux parce que ça ne contient aucun danger. Il n'y a pas de charge dangereuse dans le passé. C'est pour ça que les hommes louent le passé. Et notre rapport au passé, cette nostalgie qui risque d'empêcher l'homme de vivre au présent, elle n'est pas seulement dangereuse sur un plan intellectuel, elle est également comme inscrite en nous. Et pour illustrer cela, je vais prendre l'exemple de l'addiction. L'addiction, en un sens, c'est une forme de rapport maladif au passé, mais un rapport maladif au passé qui m'échappe. Ce n'est pas que je me perds dans des souvenirs qui seraient bien plus intéressants que ce qui se passe au présent. Ça n'est pas quelque chose comme ça finalement. C'est l'addiction, c'est lorsque notre cerveau, bien malgré nous, ou notre esprit, alors le cerveau pour tout ce qui concerne les substances pharmacologiques, tabac, alcool, drogue, tout ce qu'on veut, médicaments parfois, donc notre cerveau et même notre esprit, pour ce qui concerne peut-être, je ne sais pas moi, des addictions, euh, des addictions à certains plaisirs qui sont quand même des plaisirs pensés, je ne sais pas, addiction à la séduction ou addiction, peu importe, à la sexualité ou autre chose. Qu'est-ce que c'est que l'addiction? C'est le fait que le cerveau ou l'esprit, donc l'esprit pour nos pensées, le cerveau pour tout ce qui concerne voilà, le manque créé dans le cerveau par une substance, de toute façon, c'est le moment où un plaisir a été si fort pour l'esprit, a si fort marqué l'esprit, que nous voulons maladivement reproduire sans cesse toujours ce plaisir. Je dis toujours, le problème du fumeur, c'est que dans chaque nouvelle cigarette qu'il allume, il cherche en fait inconsciemment à retrouver le plaisir de la toute première cigarette, celle qui était absolument fantastique, la toute première cigarette qui a fait plaisir. Donc celle qui a accroché, celle qui était formidable, celle qui avait vraiment le goût du tabac, le goût de l'interdit, le goût de la liberté, je ne sais pas. Donc à la fois le cerveau ici et à la fois l'esprit, hein, à la fois quelque chose de biologique et à la fois tout ce que nos pensées vont associer à ce plaisir perdu, ce plaisir vraiment définitivement perdu en quelque sorte. Et évidemment, chaque cigarette qu'on allume est de moins en moins bonne. En faisant cela, on s'éloigne paradoxalement de ce moment que l'on souhaite retrouver. Pourquoi? Parce que ce moment, comme le dit saint Augustin, il n'existe plus. Ce moment, il est définitivement perdu. Le passé n'est plus, le passé n'est pas en fait.
Il a déjà été vécu, il ne peut pas être vécu à nouveau. Voilà, c'est ça l'idée. L'addiction, c'est vraiment l'exemple et la figure de la forme de notre attachement maladif au passé. C'est parce que nous vivons l'addiction, tous à des degrés divers, je pense, c'est parce que nous vivons l'addiction que nous voyons à quel point l'être humain, il est maladivement attaché à un passé précisément parce qu'il suppose que le présent sera moins bon. Il suppose qu'il n'y aura pas de nouvelles découvertes de plaisir dans le présent qui équivaudront à son addiction. D'accord ? Celui qui n'arrive pas à arrêter de fumer, c'est celui qui suppose que la vie vaudra moins la peine d'être vécue sans une cigarette. Et donc, il suppose que il ne peut pas y avoir de plaisir dans le présent qui soit autre et qui soit équivalent à ce plaisir connu dans le passé qui a fait exister, qui a fait naître une forme d'addiction. Alors, voilà un rapport maladif au passé sous la double forme de la nostalgie du premier amour par exemple, ou sous la forme de l'addiction. Ce sont deux exemples précisément très humains. Alors, après avoir allumé ma cigarette, là, qui est la manifestation de mon attachement maladif au passé sous forme de l'addiction, on va proposer maintenant 3 solutions à cette somme de problèmes que nous a posé le temps. Hein. Si je reformule, je crains le temps qui passe parce que je souhaite exister, je ne souhaite pas mourir. Je crains le temps qui passe qui ne sert à rien puisque si la crainte est habituellement ce qui me protège du danger, je me prépare à un danger, la crainte m'avertit que je dois me préparer à un danger. Ici, cette crainte ne sert à rien puisque je ne peux pas me préparer, au fond, je ne peux pas empêcher le temps de passer, quoique c'est ce qu'on va voir comme la troisième et dernière solution. Je peux peut-être remplir le temps pour éviter de le perdre, mais faisant cela, j'échappe au présent. Je peux peut-être considérer que tous les moments d'existence sont équivalents, mais ce n'est pas vrai parce que sans l'alternance de salles d'attente et de moments pleinement vécus, sans l'alternance de bonheur et de malheur, le temps n'est pas pleinement vécu, on ne peut pas profiter pleinement du temps parce que précisément pour percevoir qu'il y a du bon temps, il faut percevoir qu'il y a des mauvais moments peut-être. Hein. La perception du bonheur est conditionnée par un malheur, un certain malheur, pourquoi pas limité dans le temps si possible. Donc on voit ici qu'on tombe sur un certain nombre de problèmes philosophiques qui sont absolument voilà, aporétiques. En réalité, c'est des problèmes qu'on ne peut pas résoudre. Alors, on va proposer 2 choses. On va proposer une certaine manière d'arrêter le temps et on va proposer tout d'abord la notion du destin. C'est un petit peu étrange d'en passer par là. Alors, la notion du destin, c'est une notion qui est un petit peu irrationnelle. Hein. Donc, l'idée du destin que vous avez, c'est certainement l'idée que tous les événements sont écrits à l'avance. On n'a pas forcément besoin d'aller jusque-là, mais il est clair qu'il y a une succession d'événements. Nous existons dans un devenir. Il y a un destin des choses. Il n'est peut-être pas déterminé, donc il ne peut pas être écrit à l'avance ou connu à l'avance, c'est possible, mais il y a un destin des choses. Il y a un destin de l'univers, il y a un destin du soleil, il y a un destin humain, fatum, fatalité, autrement dit c'est la mort. Il y a puis la mort et puis plein d'autres éléments qui font partie de notre destin. Hein. Les moments de tristesse, un destin humain sans tristesse, ça n'existe pas. Un moment humain une vie humaine sans frustration, etc., ça n'existe pas. Donc ça fait partie d'une forme de destin. Et ce qu'on va appeler destin ici, c'est simplement le cours des événements. Et alors, c'est un principe que l'on retrouve dans 2 philosophies, à la fois dans la philosophie stoïcienne, c'est un concept qu'on va trouver, et que Nietzsche, philosophe allemand du 19e siècle, Nietzsche va reprendre dans sa philosophie, qui est extrêmement important, c'est le concept de amor fati, autrement dit, l'amour du destin, l'amour des choses qui passent. Alors, pour les stoïciens, la mort fati, qu'est-ce que c'est? Les stoïciens, c'est une école philosophique de l'Antiquité grecque. Et les stoïciens, quand ils parlent de la mort fati, ils parlent en fait de la destinée humaine. Ils disent, ben voilà, comment trouver le bonheur alors même que le lot des êtres humains, c'est de naître, de tomber malade, de souffrir, de vivre des ruptures amoureuses, de vivre des deuils, d'avoir des instants de mélancolie, des instants d'angoisse, et une vie qui serait heureuse à tous les instants, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, et d'ailleurs ce ne serait même pas perceptible, probablement. Hein. Le bonheur sans aucun événement malheureux serait absolument de toute façon imperceptible,
et puis au fond peut-être d'ailleurs ennuyeux. Bon, alors donc les stoïciens disent, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est apprendre à aimer le destin. C'est une réflexion qui a ses limites. Les stoïciens, ils ne nous disent pas il faut tout aimer dans le destin, il faut tout aimer de la même manière dans un destin humain, dans une destinée humaine, si vous préférez. Ils disent en fait il faut apprendre à aimer l'existence telle qu'elle se déroule. Parce que l'homme qui se débattrait dans l'existence en vue d'être heureux et qui souhaiterait que ne jamais connaître la souffrance serait un fou. Parce que la souffrance fait partie de la destinée des êtres humains, même si elle est momentanée, même si on peut la surmonter, en fait, la plupart du temps. Pas toujours d'ailleurs, mais la plupart du temps. Un homme qui voudrait ne jamais connaître des instants de malheur, ne jamais connaître de déception, de frustration, de désir inabouti, de mélancolie, un tel homme serait fou, parce qu'il voudrait une existence au fond plus qu'humaine, peut-être. C'est ce qu'on verra d'ailleurs avec Épicure, vivre comme un dieu parmi les hommes. Est-ce possible? Et donc, les stoïciens, ce qu'ils nous donnent comme solution qui est assez sage, c'est apprends à aimer à la mesure dans laquelle tu peux aimer le destin. Amor fati. C'est-à-dire, tu ne vas évidemment pas aimer les instants malheureux, mais tu vas les accepter comme n'étant pas des obstacles majeurs qui pourraient t'interdire d'être heureux, mais simplement des contraintes partielles à la question du bonheur. D'accord? Donc, on fait la différence ici entre deux formes de limites. L'obstacle qui interdit définitivement de pouvoir profiter du temps, autrement dit d'être heureux, l'obstacle qui est majeur, qui est insurmontable, qui est nécessaire, qui n'est pas contingent, et la contrainte qui serait quelque chose de beaucoup plus limité. Voilà, amor fati. Alors, pour cela, Nietzsche reprend cette idée de l'amor fati, l'amour du destin, dans Le Gai Savoir, au paragraphe 341. Je pense que c'est un texte que j'avais déjà donné dans le premier chapitre, mais qu'on n'avait pas eu le temps de lire. Et c'est la partie très très connue de l'éternel retour. Donc, je vais lire ce texte parce qu'il est assez court, très poétique. Je pense que au moins littéralement, il se comprend assez bien. Alors, donc, paragraphe 341 du Gai Savoir, l'éternel retour de Nietzsche. Qu'est-ce que c'est que l'éternel retour? C'est bizarre. Alors, le paragraphe est intitulé « Le poids le plus lourd » et il écrit « Et si, un jour ou une nuit, un démon se glissait furtivement dans ta plus solitaire solitude et te disait « Cette vie, telle que tu la vis et l'as vécue, il te faudra la vivre encore une fois et encore d'innombrables fois, et elle ne comportera rien de nouveau. Au contraire, chaque douleur et chaque plaisir et chaque pensée et soupir et tout ce qu'il y a dans ta vie d'indiciblement petit et grand doit pour toi venir, et tout suivant la même succession et le même enchaînement. Et également cette araignée et ce clair de lune entre les arbres, et également cet instant, et toi-même. L'éternel sablier de l'existence est sans cesse renversé, et toi avec lui, poussière des poussières. Voilà, c'est la première partie, c'est le démon qui parle. Et Nietzsche écrit, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on a fini d'entendre le démon? Deuxième partie du texte, il écrit « Ne te jetterais-tu pas par terre en grinçant des dents et en maudissant le démon qui parla ainsi? Ou bien, as-tu vécu une fois un instant formidable où tu lui répondrais « Tu es un Dieu et jamais je n'entendis rien de plus divin ». Si cette pensée s'emparait de toi, elle te métamorphoserait, toi, ce que tu es, et peut-être t'écraserait. La question, posée à propos de tout et de chaque chose, veux-tu ceci, encore une fois, et encore d'innombrables fois, ferait peser sur ton agir le poids le plus lourd. Et combien te faudrait-il aimer et toi-même et la vie pour ne plus aspirer à rien d'autre qu'à donner cette approbation et à poser ce sceau ultime et éternel. Très beau texte. Très très beau texte de Nietzsche qui, encore une fois, n'apporte pas de solution. On n'est pas ici dans la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, mais qu'est-ce qui est vrai. Peut-être qu'on va répondre oui, faut-il craindre le temps qui passe? On ne peut pas s'en empêcher, même si c'est stupide, on va craindre le temps qui passe, oui, peut-être. Alors là, qu'est-ce qu'il dit de l'amour du destin? Nietzsche, il reprend un petit peu cette idée, il la reprend de façon un peu plus... encore un peu plus exagéré, il exagère encore le trait, il grossit le trait par rapport aux stoïciens, il va dire, voilà, le petit démon, il te parle de l'éternel retour, il te dit, voilà, peut-être ta vie, imagine que ta vie, là, comme elle est maintenant,
tu vas revivre tout ce que tu as vécu 1 milliard de fois. Évidemment, dit comme ça, ce serait l'ennui. La condition de possibilité, ce serait que j'aurais tout à revivre encore une fois si je ne m'en souvenais pas. Voilà. Est-ce que je saurais aimer tous les instants déjà vécus? Pour le dire autrement, est-ce que je saurais aimer tous les instants que j'aurai à vivre ensuite? Et Nietzsche dit, attention, c'est pas facile, parce que ça va faire peser sur tes choix et ton existence le poids le plus lourd. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas faire un choix, tu vas te dire, tiens, si j'avais cet instant à vivre un nombre innombrable de fois, un nombre infini de fois, est-ce que je ferais le même choix? Ce serait terrible comme question, parce qu'on ne pourrait plus se dire, tiens, je fais ça, mais bon, c'est pas terrible, mais ce sera qu'une fois, après je ferai autrement. Non. Est-ce que tu veux bien vivre ce moment un nombre innombrable de fois? Et Nietzsche dit, non, mais c'est pas facile. Je ne dis pas que de cette façon, on va faire des choix moraux parfaits. Au contraire, ça ferait peser sur ton action, sur ton agir, dit-il, le poids le plus lourd. Donc on ne peut pas se soustraire à ce poids. Et on ne peut pas en même temps considérer que ce poids le plus lourd va réellement orienter toutes nos actions. Ce ne sera pas possible. Par contre, ce qui est certain, c'est que pour accepter à la fois nos choix, leurs conséquences, la façon dont on occupe notre temps, il va falloir, alors j'aime bien cette formule, oh combien te faudrait-il aimer et toi-même et la vie. Autrement dit, oh combien te faudrait-il aimer tous ces moments vécus, quel que soit ce que tu penses de ces moments vécus, pour pouvoir exister dans le temps. Pour pouvoir exister dans le temps qui peut-être est une sorte d'éternel retour. Chaque destinée humaine va connaître un certain nombre de souffrances. Et puis, c'est pas parce que tu as déjà connu des ennuis que tu ne vas plus en connaître. Il n'y a pas un moment de l'existence où tu vas être tout à fait dégagé des ennuis. Même si la manière dont on planifie maladivement le futur, etc., c'est une manière d'essayer d'échapper au malheur, évidemment, d'essayer d'échapper, je ne sais pas moi, à la pauvreté, à la mauvaise surprise, une meilleure gestion de sa vie, précisément. Est-ce que le temps de l'existence, ça se gère? Nietzsche va dire non, non. Et si tu penses ça, ça va faire peser sur ton agir le poids le plus lourd. C'est bien, tu vas faire des choix moraux réfléchis, mais en même temps, ce qu'il va falloir faire davantage, c'est aimer et toi-même et la vie. D'accord? Donc, première solution que nous allons apporter à comment on va faire pour profiter du temps si le fait d'essayer de le connaître et de le maîtriser n'a pas suffi, si au fond même connaître et maîtriser le temps nous encourage encore un peu plus à l'angoisse, ben on va essayer d'aimer le temps de la vie. D'accord? Oui, mais comment maintenant? Comment est-ce que il faudrait aimer et toi-même et la vie? On pourrait dire, bah tiens, on va encore une fois remplir le temps. Hein, comme chez Pascal. Pascal, il dit, bah voilà, j'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Bah oui, notre malheur, il vient d'où? De nos désirs, de nos actions, des conséquences malheureuses de nos actions. Si on faisait rien, on ne serait pas malheureux. Mais si on faisait rien, on s'ennuierait et on serait extraordinairement triste parce que on ne peut pas demeurer en repos dans une chambre. Pourquoi ne peut-on pas demeurer en repos dans une chambre, même si c'est quelque chose qui paraît désirable quand on est en train de travailler? En réalité, si on devait le faire tout le temps, sans loisir, sans musique, sans Internet, sans rien, ce serait l'enfer. Demeurer en repos dans une chambre, qu'est-ce qu'il veut dire, Pascal? Il veut dire demeurer dans le noir et le silence, sans action, sans rien à penser, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous ne penserions alors qu'à une chose. Dans le noir, le silence, on imagine bien à quoi on va penser. On va penser à la fin de l'existence, on va penser à ce à quoi on ne veut pas penser et à ce à quoi de plus on ne peut pas vraiment penser puisque c'est quelque chose qu'on ne peut pas traverser en tant que vivant, la mort, quelque chose qui est impensable parce que ça ne concerne pas le vivant. Et on ne veut pas y penser, on ne peut pas y penser et on va être condamné à y penser dans le silence et l'obscurité de la chambre au repos. Donc Pascal dit, ben voilà, les hommes n'ayant pu guérir la mort, et puis au-delà de ça, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. Donc ils vont s'agiter en tous sens, ils vont désirer, ils vont faire des choses, ils vont énormément travailler, ils vont essayer d'échapper à cette angoisse du temps qui passe. Mais précisément, aimer toi-même et la vie, nous dit Nietzsche, c'est pas aimer la vie simplement la succession d'instants vécus, c'est aimer la vie humaine telle qu'elle est, c'est-à-dire aussi une vie évidemment mortelle. D'accord? Voilà, alors
Est-ce qu'il faut s'agiter en tous sens? Est-ce qu'il faut absolument remplir le temps? Ça fait penser à une chanson que peut-être vous connaissez, c'est L'homme pressé de Noir Désir. En début, dans les paroles, il chante ça, hein, je mets la chanson. Voilà. Ravalé, homme pressé, je n'ai pas le temps, je file, ma carrière est en jeu. Je vais vite, très vite, je suis une comète humaine universelle. Précisément, l'homme pressé, c'est celui qui, comment il en parle, je suis un mannequin glacé, mes conneries proférées sont le destin du monde. C'est un petit peu la figure, la caricature de l'homme d'affaires, c'est celui qui ne prend pas le temps de vivre, et c'est celui qui ne perçoit pas ce qui est finalement essentiel dans l'existence. À force d'être occupé tout le temps, à force de fuir le temps, il ne perçoit pas l'essentiel dans l'existence. L'essentiel dans l'existence, évidemment, c'est pas l'argent, c'est pas la richesse, c'est pas l'argent à tout prix, c'est évidemment un certain nombre de questionnements sur nos actions, de questionnements éventuellement moraux. Donc c'est pas le modèle de celui qui produit de l'argent, pour qui l'argent n'est plus un moyen mais une fin en soi. Donc on voit bien que à vouloir remplir le temps, à vouloir y échapper, à vouloir ne pas demeurer en repos dans une chambre, voilà, on n'est pas en train de aimer soi-même et la vie, profiter du temps tel qu'il existe dans une existence humaine. Alors peut-être aussi, pour Nietzsche, on peut dire, le temps tel qu'il existe dans une existence humaine, c'est peut-être avec des temps non vécus, comme dans la salle d'attente. C'est peut-être avec des temps malheureux. Et c'est certainement pas une fuite complète qui nous empêche de penser à la finalité de ce temps. Hein. Une belle phrase, une ancienne phrase qui dit philosopher, c'est apprendre à mourir. Phrase qui donne pas forcément envie de suivre un cours de philo d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le philosophe, c'est celui qui quand même est censé dans sa sagesse accepter que la chose la plus difficile à accepter, c'est-à-dire la mortalité en fait. Hein. Si on n'accepte pas ça, au fond, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de sage dans l'existence? Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut prétendre dire de l'existence si on ne comprend même pas ce qu'elle est, c'est-à-dire une existence finie? Et ici, on voit bien qu'à remplir le temps comme ça, on veut échapper. On n'est pas en train de aimer soi-même et la vie, aimer remplir le temps. D'accord? Alors, pour terminer, avant d'en venir donc à la troisième solution, je vais amener cette troisième solution avec un texte cette fois littéraire, un grand texte, un beau texte qui est quand même un petit peu connu parce que c'est devenu une expression du langage courant. C'est un petit extrait du Côté de chez Swann de Marcel Proust et c'est le petit extrait de la Madeleine. Alors c'est l'extrait que je vais lire, folio, c'est des pages 99 à 104 où Proust il regoute une madeleine, et cette madeleine le plonge dans des souvenirs d'enfance heureux. Voilà, des souvenirs d'enfance. Parce que je vais prendre là que quelques phrases, donc je refais l'histoire pour que vous ayez la ref. Il se souvient de lorsqu'il sortait de l'église, sa tante Léonie qui lui faisait une tisane avec une madeleine, et c'était pour lui le moment d'un grand bonheur. Et puis là, il est un homme plus âgé, enfin, voilà, il écrit sur le souvenir, hein, Proust, et ça, Proust, il écrit sur la mémoire, ça c'est intéressant, et il a beaucoup de subtilité sur cette question, dont parfois les philosophes et les scientifiques s'emparent d'une manière un petit peu désincarnée, vouloir définir le temps, comme Aristote qui nous disait le temps est le nombre du mouvement, oui bon d'accord, mais ça ne m'indique pas comment en tant qu'être humain je dois profiter du temps, je dois saisir le temps. Alors Proust, lui, il le décrit d'une façon un petit peu plus subtile, hein, avec toute la subtilité de l'homme de lettres. Et il écrit le moment où il regoute cette madeleine, beaucoup plus tard, quand il n'est plus un enfant. Alors voilà, début du scénario, ça c'est intéressant, il écrit « Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes. Ses désastres,
inoffensif, sa brièveté illusoire. De la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse, ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Il est saisissant ce passage. Une madeleine ne m'a jamais fait cet effet-là, mais pourquoi pas? En fait, c'est pas la madeleine, évidemment, je plaisante. On va voir, c'est le souvenir, la force du souvenir, la force de l'instant vécu. Et là, on n'est pas dans quelque chose de maladif comme l'addiction. On est dans quelque chose d'autre parce que là, Proust, il n'est pas en train de nous dire oh là là, cette madeleine, voilà, elle va me plonger dans quelque chose que j'ai définitivement perdu. Il faut que je remange plein de madeleines pour avoir un peu cette sensation. Non, non, non. Il est en train de nous dire waouh, cette madeleine, elle me donne un tel plaisir qu'elle me fait échapper au temps. D'accord? Il est au départ pleinement dans le temps, accablé par la morne journée, la perspective d'un triste lendemain. Et puis tout à coup, il dit ah ben mince, cette madeleine, qu'est-ce qu'elle me fait? Incroyable. Elle me rend les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire. Ça veut dire que là, il est en train d'échapper à la crainte de la mort en mangeant une madeleine. Voilà la pierre philosophale, la recette vers l'immortalité, manger une madeleine. De la même façon qu'opère l'amour, on y reviendra peut-être si on a le temps, c'est exactement la même chose, en me remplissant d'une essence précieuse, une essence qui n'est pas en moi, qui est moi, c'est moi en fait. Et il dit, c'est ça qui est intéressant, en mangeant cette madeleine, j'avais cessé de me sentir, bon, médiocre, bon, contingent, terme qu'on a vu en classe, hein, ce qui aurait pu être autrement, toute mon existence, donc un petit peu non déterminé, peut-être voilà, non nécessaire, finalement un petit peu vaine, voilà, contingent mortel. J'avais cessé de me sentir mortel en mangeant cette madeleine. Contrairement à l'addiction, qui est quand même un petit peu mortifère, puisque la condition de possibilité de profiter du présent, c'est ce plaisir que je cherche indéfiniment à retrouver et que je ne retrouve pas. L'addiction, c'est malheureux. C'est une sorte de cercle vicieux, c'est une sorte de malheur qui se régénère sans cesse. Je cherche le goût de ma première cigarette, je ne le trouve jamais. Et je le cherche à chaque cigarette allumée. Et je me sens de plus en plus éloignée de cette première cigarette. Autrement dit, je me sens de plus en plus mortelle. D'accord? Ou de ce premier morceau de chocolat ou n'importe quoi. Hein. Ici, non. La madeleine, j'avais cessé de me sentir mortelle. C'est-à-dire le goût de cette madeleine, c'est comme si elle me permettait d'échapper au temps. Et alors, qu'est-ce que je ressens? Une puissante joie. Et là, Proust s'interroge. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Et c'est là qu'il va se souvenir, alors avec beaucoup de difficultés, hein, donc là il décrit tous les égarements de la mémoire, c'est intéressant, et là il va se souvenir d'où vient ce sentiment de joie. Hein. Il dit d'ailleurs, il a des doutes, mais mince, j'arrive pas à me souvenir. Je cite, « Arrivera-t-il jusqu'à la surface de ma claire conscience, ce souvenir, l'instant ancien que l'attraction d'un instant identique est venue de si loin solliciter, émouvoir, soulever tout au fond de moi, je ne sais. » Voilà. Il ne sait pas si le souvenir va revenir. D'accord? Donc, il est en train d'essayer de se souvenir, il ne se souvient pas très bien, il dit voilà, tiens, certes, ce qui palpite au fond de moi, ce doit être l'image, le souvenir visuel, qui tente de la suivre jusqu'à moi, mais il se débat trop loin, trop confusément. Bref, lui-même, il explique que sa mémoire est en train de se débattre, qu'il aimerait savoir d'où lui provient une telle joie de regoûter une madeleine. Ça ne peut pas être la madeleine elle-même. D'accord? On a tous déjà mangé des madeleines, c'est pas ça. D'où vient cette joie? Cette joie qui a déjà été vécue, il se passe quelque chose qui a forcément déjà été vécu, ou bien il y a quelque chose qui explique que tout à coup j'échappe au temps. C'est lié au temps, c'est lié à la mémoire. Tout à coup, il dit j'avais cessé de me sentir mortel, et il dit, un peu plus tard dans le texte, et tout à coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin a combré, parce que ce jour-là, je ne sortais pas avant l'heure de la messe. Quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait, après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. Pour Marcel Proust, pour le petit Marcel, c'est un moment heureux. Voilà. Et il dit, la vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Donc ça, c'est le mystère aussi de nos sensations. Voir l'objet ne rappelle rien,
voir une église ne lui rappelle rien, peut-être voir sa tante Léonie ou y penser ne lui rappelle rien, c'est le goût, autrement dit la sensation de plaisir qui va lui rappeler quelque chose de vécu, quelque chose d'heureux, d'accord? Et il dit ça permet de plus se sentir mortel. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le goût un plaisir éprouvé à l'existence des choses. Donc ce ne sont pas les choses vécues elles-mêmes, les souvenirs qui me permettent d'échapper au temps, d'échapper à la crainte du temps qui passe. C'est pas du tout le souvenir, c'est le plaisir qui va être associé. Le plaisir, je le ressens que quand les choses sont bonnes ou quand les choses sont belles. Donc là, on y vient, on va y venir dans la toute dernière partie du cours peut-être, voilà, si on a le temps. C'est le plaisir éprouvé par une bonne chose ou une belle chose, c'est donc la beauté qui va nous faire sortir de la sphère de la mortalité. On va y venir à travers la question de l'art, à travers la question de l'amour également, c'est un petit peu la même chose. Alors, je ne peux pas résister à l'envie de citer la fin du texte avant de finir cette vidéo. À la fin, quand il réfléchit à ce que c'est que la nature de, non pas de n'importe quel souvenir, heureux ou malheureux, mais de cette sensation qui lui revient. Pas un souvenir d'un événement, mais un souvenir d'une sensation. Il dit, ça c'est très beau, mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter, sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire profiter du temps? Ça ne veut pas forcément dire profiter du strict présent au sens de Saint-Augustin, succession d'instants destinés à être aussitôt révolus. Ça ne veut pas dire non plus se laisser aller à s'engouffrer dans la pure nostalgie ou bien dans la projection vers le futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vivre des instants un peu plus longs, des fragments de temps un peu plus longs, et puis percevoir, aimer la vie de telle sorte que l'on soit capable de percevoir ce qui, dans ces fragments de présent, vaut la peine d'être vécu, ce qui, dans ces fragments de présent, je suis perturbée parce que j'ai plus de batterie. Percevoir ce qui, dans ces fragments de présent, qu'est-ce que je voulais dire? Percevoir ce qui, dans ces fragments de présent, permet d'aimer l'existence. Et ce qui va permettre d'aimer l'existence ici, ça va être la question de la beauté, ça va être la question du plaisir. Donc, en quelque sorte, ça va être ce qui va se faire dans notre souvenir et qui va nous permettre de ne pas oublier les choses vécues, l'existence vécue. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo sur le temps. Je vais essayer d'en refaire une qui comporte ce qu'on avait déjà fait en classe, l'introduction et Saint-Augustin. Et puis, du coup, une dernière vidéo qui va nous ouvrir sur la question de l'art. Voilà.